Une photo de mariage, un beau cliché d'une famille américaine heureuse en vacances sur une plage de Californie, des parents sportifs, souriants, dynamiques, qui chérissent leurs enfants plus que tout. Rien, quand on regarde ces images, ne laisse penser que tout va basculer un jour d'août 2021. Ce jour où Matthew, le père de famille, décide de partir faire une balade avec ses enfants sans prévenir Abby, sa femme, alors même qu'ils étaient en train de préparer les bagages pour leur voyage quelques jours plus tard. Une Abby d'ailleurs qui n'est pas plus inquiète que ça. Matt a l'habitude de faire des surprises à ses enfants. Mais il est parti vite et il a pris leur camionnette qu'ils utilisent d'habitude pour aller camper. Et il a oublié quelque chose d'important, les sièges auto pour ses enfants. Alors où est-il allé ? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'aborder cette tragique histoire, je voudrais faire un disclaimer. Je le fais très rarement sur ma chaîne. Je voudrais vous prévenir que la vidéo qui va suivre, l'affaire qui va suivre, parle de meurtre, parle d'enfants et dévoile des détails qui sont choquants et qui pourront heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc si dès à présent vous ne souhaitez pas aller plus loin dans la vidéo, ce que je comprends totalement, vous pouvez l'arrêter dès maintenant. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui seront peut-être moins pesantes pour vous, mais je préférais vous prévenir avant de commencer la vidéo. La famille qui nous intéresse aujourd'hui est donc la famille Coleman. Nous avons Matthew Coleman qui a 40 ans, il est né en 1981, et sa femme c'est Abby. Elle a 35 ans, elle vient du Texas. Quand on regarde les photos, on pourrait facilement mettre cette famille dans la catégorie famille parfaite. Les deux parents, regardez, sont très sportifs, ils font tous les deux du crossfit et ils vivent dans une belle maison à Santa Barbara en Californie. Ils mènent somme toute une vie tranquille, rythmée par le sport et notamment le surf. Ah, le surf. Le surf, c'est la passion de Matthew. C'est un sportif accompli, Matthew, champion de surf. Il a participé à de nombreuses compétitions qui lui ont valu d'ailleurs de parcourir le monde et d'obtenir de nombreuses récompenses. C'est d'ailleurs lors d'une compétition qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Abby gérait l'organisation, Matthew était le sportif. Très vite, ils ont accroché, ils se sont mis ensemble et ils ont eu cette passion pour le surf. Ce qui fait qu'en 2011, ils ont décidé de créer une organisation à but non lucratif pour que les jeunes puissent se rassembler autour du surf. Ils se sont dit, le surf, ça a été le moteur de notre rencontre, et bien le surf, ce sera le moteur des échanges entre les jeunes, ça va permettre aux jeunes aussi de se rencontrer, quel que soit leur âge, quels que soient les revenus des parents, quel que soit leur milieu social. C'était important pour eux. Et c'est donc comme ça qu'ils ont créé leur école de surf qui s'appelle Love Water Surf Coleman. Une école de surf qui a une très belle réputation en Californie. Le samedi 7 août 2021 est une journée d'été habituelle. La petite famille se prépare pour partir camper quelques jours, ils le font régulièrement avec leur van life. Vous savez, ce camion aménagé, un camion aménagé qu'ils possèdent depuis quelques années maintenant. Et qui leur permet avec les enfants de faire un week-end par-ci, un week-end par-là. Ça leur permet tout simplement de voyager sans forcément aller trop loin, sans forcément louer des hôtels. C'est un peu leur mode de vie du moment. Et donc ce jour-là, ils s'affairent à terminer les bagages puisqu'ils doivent partir le surlendemain, lorsqu'il va se passer quelque chose. Matthew va profiter en fait d'un moment où Abby a le dos tourné, elle est montée dans la salle de bain pour prendre les deux enfants et les emmener avec lui dans la camionnette et partir. Abby redescend, elle les cherche pendant 5, 10, 15 minutes et puis elle ne voit plus le camion, il a disparu. Abby n'est pas forcément plus inquiète que ça arrive à Matthew de faire des surprises à ses enfants, il les a peut-être emmenés finalement faire un tour, il va revenir. Mais il y a un petit problème pour Abby. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris les sièges auto des enfants. Je rappelle que les enfants ont 3 ans et 10 mois. Et c'est ça surtout qui contrarie Abby. Alors elle essaie d'appeler Matthew sur son téléphone portable, elle tombe sur sa messagerie, c'est bizarre. Et les heures passent. Les heures passent et Abby va commencer vraiment à s'inquiéter. Peut-être s'est-il passé quelque chose. Peut-être a-t-il eu un accident avec les enfants. Elle décide alors d'appeler la police de Santa Barbara. Au bout du téléphone, un policier lui répond et elle raconte au policier ce que je viens de vous décrire. Matthew a quitté la maison avec leur fourgon Mercedes Sprinter en emmenant les deux enfants. Il ne l'a pas prévenue. Elle ne sait pas où il est allé. Il ne répond pas au téléphone. Et qu'elle a peur qu'il soit arrivé quelque chose, surtout qu'il a oublié les 2 sièges de sécurité des enfants. Le policier au téléphone lui dit de ne pas s'affoler pour l'instant, qu'il va rentrer. Sauf que la nuit passe. La nuit passe et Matthew n'est pas rentré. Abby Coleman va donc rappeler la police très tôt le lendemain matin. Elle ne comprend pas ce qui a pu se passer. Et au bout du téléphone, un autre policier qui va lui conseiller de faire ce coup-ci un signalement pour disparition inquiétante pour qu'il puisse tout simplement lancer des recherches. 2 agents se présentent donc au domicile d'Abby
et de Matthew et lui posent des questions sur sa vie privée. Ils veulent en savoir plus. Est-ce que ça se passait bien entre eux? Est-ce que son mari avait des problèmes? Est-ce qu'ils se sont disputés avant qu'il ne s'en aille? Les réponses à chaque fois sont négatives. Et non, elle n'a pas remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ces derniers jours. Et quand un des deux policiers lui demande si Matthew serait capable de s'en prendre aux enfants, là, Abby est stupéfaite. Cette question, elle ne s'y attend pas. Absolument pas. Matthew est incapable de faire du mal à ses enfants. Il les adore. Et d'ailleurs, il suffit simplement de regarder ses réseaux sociaux, son compte Facebook. À longueur de journée, il poste des photos de ses enfants, clamant qu'il les aime. Et c'est vrai, quand on regarde les photos, ça se voit. Les policiers demandent donc à Abby de géolocaliser le téléphone portable, l'iPhone de Matthew, qui est en partage familial. Ce sera simple de savoir où il se trouve. Et là, c'est l'incompréhension pour Abby, puisque le téléphone portable de Matthew borne à Rosarito. Rosarito, c'est une ville balnéaire du Mexique à 400 km de là où ils vivent. Que fait Matthew là-bas? Pourquoi a-t-il emmené les enfants hors du pays? Ça, ce sont les questions qu'Abby se pose à ce moment-là. Et Abby ne voit vraiment aucune raison pourquoi il aurait pu aller là-bas. Ils n'ont aucune famille, ils ne connaissent absolument pas le coin. Rien ne laissait présager qu'il aurait pu partir là-bas avec les enfants, au Mexique. C'est une ville, c'est vrai, où beaucoup d'Américains vont passer le week-end pour profiter des belles plages, des bars. C'est une ville où il y a de l'ambiance, mais ils n'y sont jamais allés tous les quatre. Bref, l'enquête avance puisque maintenant que les policiers ont sa localisation exacte, eh bien ils alertent le FBI qui va rentrer en contact avec les autorités mexicaines. Parce que là, à ce moment-là, on a un parent qui a donc emmené ses enfants hors du pays sans la permission de l'autre parent. Quels sont ses plans? Pourquoi est-il allé là-bas? Vous allez voir que son activité va laisser perplexes les autorités. La prochaine fois que l'on revoit physiquement Matthew Coleman aux États-Unis, c'est le lundi 9 août, 2 jours après sa disparition. Sur la route de San Isidro, le plus gros poste frontalier entre les deux pays, entre le Mexique et les États-Unis. Matthew Coleman s'apprête donc à revenir aux États-Unis, il va traverser la frontière, et en traversant la frontière, il se fait repérer par les autorités. Les autorités qui lui demandent de s'arrêter, qui lui demandent de sortir de son véhicule. Ce que fait Matthew Coleman, c'est bien lui. Il a le sourire aux lèvres, il a l'air détendu. Le problème, c'est que les deux enfants, Kaleo et Roxy, ne sont pas dans le véhicule, ils ne sont pas avec lui. Et les autorités, à ce moment-là, font une autre découverte glaçante en le fouillant. Sur ses papiers d'identité, il y a des traces de sang, et elles sont récentes. Donc là, on a une situation encore plus inquiétante. On a un père qui est parti avec ses enfants au Mexique, qui est revenu donc 2 jours plus tard, sans les enfants et avec ces traces de sang. Ça veut dire donc que les enfants sont toujours au Mexique. Mais est-ce qu'ils vont bien? C'est à ce moment-là que tout va se mettre en place. Il faut donc rapidement reconstituer les dernières heures de Matthew Coleman et des enfants. Et pour ça, eh bien on va compter sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance notamment de l'hôtel. On s'aperçoit que le dimanche 8 août au soir, Matthew Coleman réserve une chambre dans un hôtel City Express. Sur l'enregistrement d'une caméra de surveillance de l'établissement, on le voit retirer sa clé à l'accueil. Il porte une casquette et un sac à dos noir. On peut apercevoir son petit garçon, Kaleo, qui est à ses côtés. Par contre, on a du mal à voir, à discerner si la petite se trouve avec lui. Et ensuite, eh bien, plus rien pendant quelques heures, jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. On revoit Matthew Coleman et les enfants en train de traverser le hall vide de l'hôtel en direction du parking. Le petit Kaleo marche auprès de son papa et Matthew Coleman tient sa fille dans ses bras. Il est à ce moment-là 2h54 du matin. Et puis à nouveau un grand trou de plusieurs heures, plus rien. Puis à 6h33, Matthew Coleman rentre à son hôtel, mais ce coup-ci, il est seul. Les enfants ne sont plus avec lui. Il va payer la note et il s'en va, il part. Question que vous vous posez, que tout le monde se pose, où sont les enfants? Où sont les petits? Les policiers mexicains ont donc immédiatement été prévenus et se sont rendus à cet hôtel. Ils sont arrivés très tôt, la chambre n'avait pas encore été nettoyée par le ménage. Matthew Coleman était donc la dernière personne à être sortie de cette chambre. Tous les effets personnels des Coleman, des enfants et de Matthew n'étaient plus là, à l'exception de 3 choses. 2 animaux en peluche étaient assis sur une table avec un portrait de la famille appuyé dessus. Et à côté, une Bible de Gédéon ouverte sur le psaume 127 qui dit ceci: « Les enfants sont un don du Seigneur, ils sont une récompense de sa part. Les enfants nés d'un jeune homme sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier. » Et pour les policiers, tout ça n'a pas été laissé au hasard. La page était pliée pour qu'on puisse la trouver, comme si ils voulaient laisser un message. Que leur est-il arrivé? Faut-il craindre le pire? Le pire, malheureusement, va arriver. Quelques heures après tout ça, le lundi 9 août, un fermier mexicain entend et voit ses chiens aboyer un peu plus loin, s'agiter près d'un fossé, sur la route, juste devant son portail. Il va alors jeter un coup d'œil et là c'est le choc, il recule. C'est le choc parce qu'il découvre 2 corps d'enfants ensanglantés. Les 2 enfants se trouvent dans le fossé. Pour lui, c'est sûr, ils sont tout petits, ils n'ont pas plus de 3-4 ans, surtout que la petite
porte encore une couche. Bouleversé, cet homme va donner l'alerte. Très vite, dans l'heure qui suit, une équipe du FBI est envoyée sur place. Ils prennent une photo des enfants. Ils envoient cette photo aux autorités sur place aux États-Unis. Et la confirmation tombe. Ce sont bien les enfants Coleman. Ce sont bien Roxy et Kaleo. La petite Roxy a été poignardée à 12 reprises. Kaleo, son frère, a eu lui la poitrine transpercée 16 fois. De l'autre côté, aux États-Unis, les autorités haussent le ton. Il faut savoir ce qui s'est passé. Matthew Coleman est interrogé. Et il va raconter. Il va tout déballer. Il va expliquer qu'il est parti effectivement de chez lui le samedi avec les petits. Et comme il n'avait pas pris les sièges auto, il a couché la plus petite, Roxy, sur le siège arrière passager en la bloquant comme il pouvait. Une fois à Rosarito, ça on le sait, il a loué une chambre d'hôtel. Il a réveillé ses enfants en pleine nuit. Il les a embarqués dans le fourgon. Il a roulé en direction de Rancho del Cielo. Puis il s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Et alors attention parce que là on va rentrer dans certains détails. Il a pris son fusil harpon, un fusil d'ailleurs dont il se sert pour la pêche sous-marine. Il l'a armé d'une flèche et il a tiré sur sa fille qui est morte sur le coup. Ensuite il a fait la même chose avec son fils, sauf que ça n'a pas fonctionné du premier coup. Il est alors parti rechercher la flèche, il a tiré sèchement la flèche du corps de son fils. Et d'ailleurs il donnera un détail aux policiers, un détail sordide, il leur dira « Regardez, je me suis même entaillé la main en faisant ça ». Et après, il les a poignardés tous les deux plus d'une dizaine de fois pour être sûr, écoutez bien, qu'ils ne ressusciteraient pas. Ensuite, il les a pris en photo et il les a jetés donc, comme on le sait, dans le fossé, un peu plus loin. Il s'est ensuite débarrassé du fusil harpon et des vêtements tachés de sang quelque part sur la route de Tijuana. À ce moment-là, quand il décrit tout ça, selon les témoignages des policiers qui l'ont interrogé, il n'a aucune émotion dans la voix, il n'a aucun remords. Alors les policiers lui posent cette question. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Voici sa réponse. Ils avaient de l'ADN de serpent. Je ne pouvais pas les laisser se transformer en monstres. Et il raconte aux policiers qu'il a eu cette vision que sa femme Abby avait un ADN de reptile et qu'elle l'avait transmis aux enfants. Alors, il n'avait plus le choix. C'était le seul moyen, a-t-il dit, que j'avais de sauver le monde. C'est insensé. Comment un homme, père de famille, sportif, qui semble mener une existence paisible, a-t-il pu se transformer en monstre et a-t-il pu assassiner froidement ses enfants ? Ça me paraît inconcevable que ce soit arrivé comme ça du jour au lendemain, sans signe annonciateur. Je veux dire, c'est pas possible, sa femme aurait dû apercevoir quelque chose. Ses amis s'étaient peut-être rendus compte de quelque chose. Enfin, toutes ces questions, forcément, on se les pose. Il n'a pas pu péter un câble comme ça. Il a forcément montré des signes de dangerosité avant. Est-ce qu'il a été violent avec sa femme? Je sais pas, ça me paraît totalement fou, surréaliste. Alors les autorités vont poser des questions forcément à Abby et poser des questions aussi aux proches. Et tous, d'ailleurs, disent qu'il était un papa modèle et qu'il leur aurait sans problème confier leurs enfants. Mais certains proches avaient tout de même remarqué depuis quelques années des choses inhabituelles dans le comportement de Matthew. Et pour ça, il faut se pencher sur ses réseaux sociaux et sur son compte Facebook précisément. Parce que de temps en temps, depuis quelques années, Matthew semblait être fasciné par les théories du complot. C'est ce que racontent certains proches. Il passait d'ailleurs beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à s'imprégner de rumeurs délirantes. En fait, il y a certains détails qui auraient peut-être pu alerter. J'ai réussi à retrouver certaines citations, certaines publications surtout qu'il a faites sur son compte Facebook. En 2017, il avait écrit ceci. « Tout le monde possède l'ADN de Dieu ». En septembre 2019, il a aussi écrit qu'un jour la société fera une découverte qui ouvrira la porte à un flux illimité de puissance divine et de créativité. En octobre 2020, il a posté ceci. « J'ai l'impression que ma fille est née à un moment très important de l'histoire, qu'elle représente une protection pour notre société et la nation. Elle a été choisie par Dieu pour tuer tous les géants du pays. » Et en novembre 2020, il a rédigé un post qui expliquait qu'il existait une grande renaissance américaine après des années de division politique qui permettrait à tout le monde de renaître avec des idées innovantes, de nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles musiques et une nouvelle communauté divine. Il a aussi expliqué dans ce post que l'époque dans laquelle nous vivions pourrait être considérée un jour comme l'âge des ténèbres. Vous voyez, ce sont quelques publications en quelques années publiées sur son Facebook, et à part ça, sinon tous les autres sont des posts normaux. Donc ça a été noyé en fait en quelque sorte dans la masse, et très peu de proches finalement ont vu passer ces posts puisqu'il était assez actif sur les réseaux sociaux. Des écrits, quand on s'arrête dessus, qui peuvent paraître inquiétants quand même. D'autant qu'on va apprendre quelques mois après les meurtres, c'est un proche d'ailleurs qui se confiera, un peu sur la pointe des pieds, mais qui aiguillera les enquêteurs, que Matthew Coleman était attiré et inspiré surtout par les théories de QAnon. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser faire votre propre recherche. La seule description que je peux vous donner sur cette théorie, c'est que c'est une théorie et une mouvance conspirationniste d'extrême droite qui est venue des États-Unis et qui en fait ont été une révélation pour lui. C'est ce que raconte ce proche, toujours sous couvert d'anonymat.
Pour que vous puissiez avoir tous les éléments sur cette tragique affaire, j'ai décidé de me pencher sur l'enfance de Matthew Coleman. Est-ce que, dès son enfance, il y avait des signes qui pouvaient alerter? Comme je vous le disais au début, il est né en 1981 à Santa Barbara. Il est le fils de John. John, c'était donc son père qui possédait une entreprise de nettoyage de tapis, et de Laurie. Laurie, c'était donc sa maman, elle était artiste, elle était chanteuse. Et il a un frère aîné qui s'appelle Michael, qui lui a été adopté. En fait, on se rend compte que l'arrivée de Matthew dans la famille a été considérée pour ses parents comme un cadeau de Dieu, comme un don de Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont toujours présenté, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire d'enfants. D'ailleurs, on a la preuve, ils ont adopté Michael, et qu'un jour, Matthew est arrivé. Et ça, pour les parents, ça a été vraiment un miracle. Et d'ailleurs, toute sa vie, ils l'ont considéré comme un cadeau de Dieu. C'était Matthew, le miracle, Matthew, le cadeau de Dieu. Matthew Coleman a toujours été très populaire dès son enfance. C'était un ami loyal, honnête et réfléchi. Il plaisait aux filles et c'était aussi un garçon sensible. Il n'y a rien dans son parcours scolaire qui montre qu'il a pu changer à un moment donné. Il y a eu cependant un petit changement au lycée où il a commencé à s'intéresser fortement à la religion, à tel point qu'il possédait dans son sac une Bible qu'il lisait selon ses amis à longueur de journée. D'ailleurs, il n'est pas allé au bout de son lycée traditionnel puisque plus tard, ses parents l'ont inscrit à sa demande dans un lycée évangélique où il a pu faire des voyages en Espagne ou encore au Mexique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il se dit, en tout cas quand on fouille dans cette affaire, que ce voyage au Mexique, quand il était au lycée, a été pour Matthew une révélation. C'est à ce moment-là où il a commencé à prier encore plus. Donc après ça, il a fréquenté de plus en plus les églises. Je l'ai toujours considéré comme voulant juste s'occuper des enfants. Il aimait juste les gens et voulait les aider. Ça, ce sont les mots d'un pasteur que Matthew a fréquenté à l'époque. Ce sont les seules choses que j'ai pu trouver sur l'enfance de Matthew. Elles n'expliquent rien, elles ne justifient rien, mais elles sont importantes pour qu'on puisse avoir tous les éléments sur cette affaire. Il est aussi important de préciser, parce que les autorités ont mené leur enquête aussi sur la famille Coleman, sur le couple Abby et Matthew, en se demandant si Abby avait les mêmes obsessions, parce qu'elle n'a pas pu fermer les yeux sur le fait que Matthew était attiré par ces théories QAnon, Illuminati, etc., ces théories du complot. Et ils sont arrivés, figurez-vous, à la conclusion qu'Abby, elle aussi, avait fait des recherches avec Matthew sur QAnon, mais que selon elle, lui était devenu beaucoup plus paranoïaque qu'elle, qu'il était parti dans des délires totalement fous, et qu'elle, elle n'avait pas pris ce chemin. Matthew Coleman, accusé donc d'avoir tué ses 2 enfants, a été officiellement inculpé il y a quelques semaines par un grand jury fédéral aux États-Unis. Il encourt la peine de mort. Il est aujourd'hui incarcéré à la prison du comté de Santa Ana. De son côté, Abby Coleman, sa femme, vous l'imaginez, a été totalement bouleversée. Les jours qui ont suivi, elle a été hospitalisée. Elle est restée ensuite chez elle. Elle ne voulait voir personne, répondre à personne au téléphone. Pas même sa famille, pas même ses proches. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, on est 1 an après le drame. Elle s'est retirée des réseaux sociaux. Elle s'est faite très discrète. Seuls ses proches et sa famille ont de ses nouvelles. Elle tente, en tout cas encore selon ses proches, toute seule, de se reconstruire. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire. Ça n'a pas été facile à aborder comme sujet parce qu'on parle d'enfants. Alors évidemment, la mort d'un enfant ne vaut pas plus qu'une autre. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est toujours particulier quand on parle d'enfants. Et surtout quand on a des détails comme ceux qu'on a dans tous les médias quand on parle de l'affaire Coleman. Merci en tout cas de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer du bon temps. Prenez soin de vous, encore une fois, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.